Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Lucernaire pour cette première conférence Art et Théâtre, consacrée donc au Caravage et à Shakespeare. Dans ce cycle qui comprendra 5 séances thématiques et qui nous emmènera jusqu'au XXe siècle, puisqu'on abordera notamment des personnages clés du théâtre et de l'art du XXe siècle avec Beckett, Bacon notamment. La première séance est consacrée au Caravage et à Shakespeare, deux grands noms de l'histoire culturelle européenne. C'est une sorte d'évidence finalement de rapprocher ces deux personnages et leurs œuvres pour plusieurs raisons. La première raison, elle est historique et chronologique. Les dates de Caravage, c'est 1571-1610. Il est né 7 ans avant Shakespeare et il est mort 6 ans avant lui. Donc on a affaire, si vous voulez, à deux personnages complètement contemporains. Deux personnages qui en plus ont eu un impact colossal sur l'histoire de la peinture et du théâtre, au point que on parle parfois d'une sorte de révolution caravagesque, et que bien sûr le théâtre n'a pas été le même avant et après Shakespeare. On peut même imaginer que certains font commencer l'histoire du théâtre à Shakespeare, même si évidemment il y a des antécédents plus colossaux. Je parle du théâtre moderne, hein. Avec bien sûr l'Antiquité, mais aussi le Moyen-Âge. Et puis, deux personnages qui, et ça sera la thématique d'aujourd'hui, ont ancré leur création dans un fort contraste, qui serait une sorte de signe fort de cette période qu'on a appelée baroque, puisque l'âge baroque naîtrait autour de 1600, donc au moment fort de leur vie et de leur création respective. Et donc, Shakespeare et Caravage méritent complètement d'être reliés, et c'est ce que je vous propose durant toute cette séance. La thématique, ça sera de l'ombre à la lumière, puisque le Caravage est un artiste du clair-obscur. Vous le voyez ici sur la photo de gauche, avec un autoportrait tardif en David. Je vous montrerai l'œuvre en entier un petit peu plus loin dans la conférence. Et puis ici, un portrait de Shakespeare. Alors, il y a beaucoup de portraits, il y a quelques portraits peints de Shakespeare. Ils sont pas tous attestés, c'est-à-dire que parfois il y a un peu des fantasmes qui se sont greffés sur des peintures, et beaucoup d'historiens du théâtre refusent de voir Shakespeare dans le portrait en question. Mais ici, a priori, c'est un portrait qui serait assez fidèle, même s'il y a certains spécialistes qui émettent des doutes. Je remercie le Lucernaire de nous accueillir. Vous aviez peut-être vu en ces murs une pièce sur le Caravage qui avait été créée en 2011, Moi Caravage, de Cesare Capitani. Le Caravage a été l'objet de pièces de théâtre beaucoup plus tôt, puisqu'en 1834, c'est la première pièce, a priori la première pièce de théâtre qui lui est consacrée. Et c'est une pièce qui date de 1834, en pleine période romantique. Elle avait été jouée à l'Ambigu Comique à Paris. En 1848, un autre drame sur Caravage avait été écrit par un peintre milanais, Milan étant la région d'origine du Caravage. J'entre maintenant dans le vif du sujet avec un tableau fondamental de l'œuvre du Caravage, les tricheurs ou les joueurs de cartes. C'est un tableau dont on connaît plusieurs versions. Assez récemment, c'est-à-dire il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, on a finalement authentifié l'original, qui n'était pas celui qu'on croyait, mais après restauration, on en est maintenant presque sûr. La peinture originale, la version originale, elle est conservée dans le Texas, au musée de Fort Worth, qui est un grand musée américain par l'étendue de sa collection. Ce tableau, une des spécialistes de l'artiste, Mina Gregori, l'a analysé en relation directe avec le théâtre, puisqu'elle dit, je cite, « La représentation humoristique et malicieuse des afféries, donc des expressions en italien, qu'il faut considérer comme un aspect sophistiqué du naturalisme caravagesque, et de même que les costumes comme une allusion à la signification morale du temps. Mais sans doute faut-il y voir aussi une relation avec la commedia dell'arte. » Alors c'est une chose qui a été soulignée par beaucoup de spécialistes du peintre, c'est que dans cette première grande série de tableaux lumineux, en intérieur, qui sont des tableaux qui ont forgé la réputation de Caravage de son vivant, eh bien, il y a des personnages qui renvoient à la commedia dell'arte, surtout par le biais de leurs costumes. Et tout laisse à penser que le Caravage a fréquenté
peut-être des troupes de théâtre, mais en tout cas, il a utilisé des costumes de théâtre. J'en veux pour preuve ici le chapeau à plumes, qui est typiquement un chapeau de la Commedia dell'arte, ou même le surin qu'il porte dans le dos. À cela s'ajoute dans ce tableau un goût pour le jeu. Alors cette fois-ci, c'est un jeu de cartes, mais ça fait partie de l'ambiance de l'époque. Il y a une vogue du tripot qui culminera dans les années 1600, mais qui déjà avait été endiguée par un édit du pape Sixte V qui avait interdit les jeux de dés et de cartes à Rome en 1588. On sait aussi que jusque sous Louis XIV, à Paris, la folie des jeux avait posé beaucoup de problèmes. Je vous renvoie à la pièce des Fâcheux de Molière, où il y a notamment un joueur décavé qui fait partie des personnages les plus burlesques de la pièce. Tout laisse à penser que Shakespeare et Caravage se sont assez régulièrement adonnés au jeu. Alors le Caravage, pardon, très régulièrement, puisque les rixes à laquelle il a souvent participé étaient souvent soit liés à des affaires de jeu et de tripot, soit à des affaires des histoires d'amour. Dans Shakespeare, on retrouve d'ailleurs cette ambiance. Je cite un passage d'Henri IV avec son célèbre personnage, Falstaff. « J'ai été aussi vertueusement doué qu'un gentilhomme a besoin de l'être, jurant peu, jouant au dé, pas plus de 7 fois par semaine, allant dans les mauvais lieux, pas plus d'une fois par quart d'heure. » Donc ça vous donne, si vous voulez, l'ambiance de vie de ces deux personnages, même si encore, a priori, le côté mauvais garçon sera quand même plus intense chez le Caravage que chez Shakespeare. Un autre élément donc qui relie, un élément encore une fois qui relie vraiment le Caravage et Shakespeare, c'est ce goût du burlesque, comme on l'a appelé. Je vous montre ici deux images de l'époque de Shakespeare qui nous permet de mieux comprendre, et Dieu sait que c'est difficile pour un public français, de mieux comprendre ce qu'a souvent été sacrifié d'ailleurs dans les versions raccourcies de Shakespeare, ces épisodes parfois un peu grossiers, ces intermèdes comiques qu'on a souvent jugé un peu lourds, notamment à l'époque de Voltaire. C'est pour ça que Shakespeare passait très mal. Pendant tout le XVIIIe siècle, on ne jouait à Paris que des versions expurgées de Shakespeare. Enfin, expurgé, c'est même pas le bon terme, on jouait que des réadaptations. Donc on réécrivait les textes et on sacrifiait tous les passages les plus comiques, les plus gras, comme on dirait aujourd'hui. Dans Roméo et Juliette, notamment, il y a des passages, des intermèdes qui sont d'une vulgarité de texte assez stupéfiante, mais c'est ça aussi Shakespeare. Et ça s'inscrit dans un comique théâtral qui est celui du Londres de la fin du XVIe siècle. Je vous montre ici deux stars de l'époque. Le clown William Kemp à gauche, qui faisait beaucoup de spectacles. Il faut savoir que les pièces de Shakespeare se terminaient régulièrement par des sortes de farces un peu comiques dansées avec des bouffons. Et puis à droite, une autre star de l'époque, justement, c'est le bouffon de la reine Élisabeth, qui est mort en 1577, quelque temps avant que Shakespeare commence sa carrière. Ça m'amène à évoquer une des premières pièces de Shakespeare, qui sera jouée d'ailleurs au Lucernaire dans quelques temps. Je tenais à la signaler, j'y reviendrai dans le cycle sur l'art et l'argent, qui sera un petit peu plus loin dans l'année. C'est un cycle qui nous permettra d'aborder donc cette pièce qu'on joue assez peu, qui s'appelle Le Marchand de Venise, et qui pourtant a eu une grande popularité du vivant de Shakespeare. Le souci qu'il y a avec cette pièce aujourd'hui, c'est qu'il y a un caractère assez antisémite finalement, qu'il faut réinscrire dans l'époque, et qui évidemment au niveau textuel passe beaucoup plus mal aujourd'hui. Mais c'est une pièce qui a été assez populaire, notamment pour cette sorte de caricature du marchand juif, du prêteur juif que proposait Shakespeare, et qui s'inscrit bien encore une fois dans l'époque élisabéthaine. Je vous montre ici deux gravures du XIXe siècle tirées du Marchand de Venise et qui montrent la popularité de la pièce jusqu'à cette époque. Et puis je voudrais vous citer Jean-Paul Sartre, qui n'était pas un fanatique de Shakespeare, loin s'en faut, mais qui dit, je cite, « Il y a des pièces qui sans doute autrefois, et je pense ici à Shakespeare, relevaient d'un authentique théâtre populaire. » Alors le mot théâtre populaire dans les années 70, évidemment ça renvoie à plein de choses, ça renvoie à Jean Vilar et ainsi de suite, mais ça renvoie à une sorte de théâtre de gauche, entre guillemets, relevé d'un authentique théâtre populaire qui avait été écrite, donc les pièces de Shakespeare, pour les gens de ce temps-là, mais qui maintenant sont devenues des formes culturelles et font partie de l'héritage culturel bourgeois. Donc en gros, Sartre pense que le théâtre de Shakespeare était populaire de son temps et il est devenu bourgeois au XXe siècle. Façon de voir, on pourra en discuter d'ailleurs.
Je continue avec donc ce marchand de Venise. Je ne veux pas trop vous en raconter l'histoire, puisque l'idée c'est aussi de vous donner l'envie d'aller au théâtre, et d'aller voir les pièces, voire de les lire évidemment. Mais bon, Shakespeare perd beaucoup déjà la traduction, alors si en plus on n'a pas l'image, c'est parfois encore plus pénible. Le héros, le héros est un peu une sorte de héros négatif. C'est donc ce prêteur juif qui s'appelle Shylock, et dont la fille va en fait tomber amoureuse de l'ennemi de Shylock. Je vous montre ici un tableau de la même époque, des années 1870, qui montre bien la popularité de la pièce à cette époque. Et puis à droite, un costume 1918 pour le compagnon de Shylock, un certain Tubal, un costume assez haut en couleur, et qui s'inscrit sans doute dans l'héritage de la culture juive, je pense. C'est une pièce la pièce avait été montée à Londres en 1918. Je reviens à Caravage, après cette encart sur Shakespeare et le Marchand de Venise. Je reviens à Caravage avec 2 tableaux. Ça, c'est la deuxième version au niveau chronologique. Mais les 2 tableaux sont très célèbres. Voici l'autre version, celle du Louvre. Donc je reviens à celle-ci, qui est celle de Rome, du Palazzo Barberini, et qui, là encore, nous immerge dans ce côté populaire, cette ambiance notamment qui est celle des bohémiens de la fin du XVIe siècle. Donc j'ai insisté sur Shakespeare avec le côté bouffon, et chez Caravage, il y a ces thématiques qui ne sont pas créées par lui. C'est clair qu'il y a eu, si vous voulez, avant lui, dès le début du XVIe siècle, il y a eu un goût, notamment dans la peinture du nord de l'Italie. Encore une fois, Caravage, qui tient son nom de son village d'origine, vient de la région de Milan. Il y avait un goût comme ça pour des peintures à sujet populaire, et notamment les diseuses de bonne aventure. Alors la version de Rome est aussi célèbre que celle du Louvre. Elle est un petit peu différente, puisque vous voyez qu'ici, sur la gauche, cette diseuse de bonne aventure est en train, discrètement, de retirer la bague du gentilhomme à qui elle prêche l'avenir. Enfin, elle prédit plutôt l'avenir. Dans la version du Louvre, on a à peu près le même costume, mais ici, a priori, il n'y a pas le vol de la bague. Ce costume de droite, il est là aussi identifié comme un costume de commedia dell'arte. Surtout l'épée qu'il porte sur le côté gauche. C'est pas une rapière typique d'un gentilhomme de la fin du XVIe siècle. Elle est un peu grosse, un peu trop voyante. C'est plus une épée de théâtre. Rappelons aussi que le chapeau a sans doute été peint par la suite par un artiste, un peintre du XVIIe siècle. Donc la grande plume que vous voyez en haut à droite est un ajout. C'est pas sans doute dans le tableau original. Mais là encore, il y a ce costume de commedia dell'arte qui renvoie directement au théâtre. J'ai du mal à savoir très clairement, mais parce que a priori on n'a pas d'informations précises, les contacts que le Caravage a pu avoir avec le théâtre de son temps et avec les comédiens. Ça, c'est une chose assez délicate à cerner, mais beaucoup des spécialistes du peintre affirment qu'il y a eu cette présence, au moins par les costumes dont je vous ai parlé. Alors, le personnage qui est à droite ici, c'est un personnage qu'on retrouve beaucoup dans les premiers tableaux du Caravage. Vous le retrouvez ici à gauche en train de jouer du luth. Il s'appelle Mario Minetti, vous avez son nom ici dans la légende. C'est un jeune garçon d'atelier du Caravage. Alors, on s'est souvent servi de ces tableaux, parfois, et de ces poses un peu efféminées, pour revendiquer, j'emploie sciemment le terme, une homosexualité du Caravage. Il y a beaucoup de débats sur ce point, il y a eu des livres entiers qui ont été consacrés à cela. Je vous renvoie au livre de Salvi que je mettrai dans la bibliographie sur le Caravage, qui est une biographie récente que vous trouvez en folio Gallimard. À mon sens, c'est complètement farfelu, cette homosexualité du Caravage, pour une raison évidente. Alors, on peut peut-être parler de bisexualité, à la limite, mais il y a une raison évidente, c'est que le Caravage a eu plein d'affaires quand on est très mal, à cause de femmes, notamment de courtisanes, pour lesquelles il s'est battu. Donc on imagine mal cette homosexualité qu'on a voulu voir par des réinterprétations très modernes. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'efféminé, peut-être dans le personnage, mais justement, je pense que là se dégage une théâtralité, notamment dans la pose du personnage. Donc Mario Minetti, c'est un garçon d'atelier. Il a travaillé avec le Caravage dès son arrivée à Rome.
milieu des années 1590, et lui a servi de modèle. Alors le garçon d'atelier, celui qui nettoie les peintures, qui assiste le peintre. Et le fait est que Mario Minetti avait une sombre histoire. Il a sans doute tué quelqu'un à Syracuse en 1593, et ça fera écho à la biographie de Caravage. On va revenir tout à l'heure sur cet épisode célèbre de sa vie. Mais Mario Minetti ayant commis un meurtre, il a dû fuir Syracuse et il est venu s'installer à Rome et il a rencontré Caravage. Alors là, c'est une autre ambiance qui réunit un peu Shakespeare et Caravage. On est plutôt du côté sombre des personnages. C'est le goût pour le meurtre. Alors, de façon biographique chez Caravage et de façon théâtrale, par le biais de l'écriture, chez Shakespeare. Puisque dans la biographie de Shakespeare, il n'y a pas eu d'incident notable, comme on en aura beaucoup chez Caravage. En revanche, un des grands inspirateurs de Shakespeare, qui s'appelle Christopher Marlowe, dont je vous montre le portrait à droite, qui est l'auteur d'ailleurs d'une pièce un peu méconnue aujourd'hui, mais qui a eu un succès fou en 1589, qui s'intitule Le Juif de Malte, qui est une des sources de Shakespeare pour Le Marchand de Venise dont je viens de vous parler. Marlowe, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour Shakespeare, parce qu'il a écrit des pièces, notamment Tamerlan, des pièces épiques et historiques, qui sont notamment à l'origine de l'Henri VI, qui sera un des grands moments de la saison théâtrale, que vous pourrez voir, si vous avez le courage de passer 12 heures au théâtre dans la même journée, que vous pourrez voir à l'Odéon, le Henri VI de Shakespeare qu'on joue rarement, mais il est présenté cette année dans son intégralité à l'Odéon, et il a été présenté à Avignon cet été. Et le Henri VI doit beaucoup à Marlowe. Alors il se trouve que Marlowe, il a été assassiné dans une taverne de Londres suite à une rixe, une dispute. Donc une beuverie qui tourne mal. Donc là, c'est pas directement lié à la biographie de Shakespeare, c'est lié à un de ses écrivains contemporains et à une de ses références du moment. Mais il y a, vous voyez, des connexions qu'on peut établir à plus d'un titre. Donc c'est tout ce que j'essaie de vous montrer, et là, dans cette grande introduction, enfin c'est plus qu'une introduction, c'est une première partie. Les points de contact entre Shakespeare et Caravage sont je pense, assez nombreux. Un autre élément que je voudrais évoquer, c'est toujours pour revenir sur le tableau, donc à gauche, le tableau du joueur de lutte. C'est un tableau qui montre aussi l'intérêt de Caravage pour la musique, et l'intérêt du milieu dans lequel il évoluait pour la musique. Et ici, vous avez un autre tableau, là aussi, alors c'est ce tableau-là souvent qui sert de référence pour légitimer une homosexualité de Caravage et des personnes dans son atelier. En fait, là, on a sans doute des garçons d'atelier composés pour le Caravage. Et je tiens à rappeler que ces jeunes garçons étaient très présents dans les ateliers de peintres du XVIe et du XVIIe siècle. Pour une raison simple, pour une raison morale, c'est qu'évidemment, il n'y avait pas de femmes dans l'atelier. C'était très difficile d'avoir des femmes qui posaient pour les artistes. Donc à la place de femmes, on avait des jeunes garçons qui travaillaient en tant que peintres, en tant qu'apprentis, en tant qu'élèves, qu'aides, et puis qui servaient aussi de modèle pour les personnages jeunes ou parfois, pourquoi pas, pour les personnages féminins qu'on allait travestir. Même chose dans le théâtre élisabétain, puisque les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur la scène, et les rôles de femmes étaient tenus par des jeunes garçons. On sait dans la troupe qu'intègre Shakespeare au début de sa carrière qu'il y avait 5 à 6 garçons dans la troupe qui étaient spécialisés dans les rôles féminins. Notamment, on les utilisait grâce ou à cause de leur voix un peu plus aiguë. Et d'ailleurs, socialement, ça posait une grande question, parce que ces jeunes garçons qui entraient dans les troupes de théâtre ne trouvaient pas à long terme de déboucher forcément en tant qu'acteurs. Alors après, ils étaient obligés de s'orienter vers un autre avenir, puisque vous aviez été employé dans un rôle féminin jeune homme, vous ne deveniez pas forcément un acteur masculin à l'âge mûr. Qui pose encore une fois beaucoup d'ambiguïté, mais je pense qu'il y a un parallèle aussi entre Shakespeare et Caravage, peut-être sur ce point-là. Alors j'en arrive maintenant à parler justement de la troupe de Shakespeare. On sait que Shakespeare a intégré la troupe de James Burbage, que vous voyez à droite. Je parlerai pour l'accent, c'est pas ma spécialité. Burbage, qui était peintre à 16 heures, et on lui doit cet autoportrait. De Shakespeare, on sait qu'on connaît rien, et Shakespeare, a priori, ne sait pas adonner au dessin ou aux arts plastiques. Mais Burbage, donc le chef de sa troupe, a aimé titiller les pinceaux, et Burbage a pris Shakespeare dans sa troupe. Et là, on revient sur le contexte dont je vous parlais tout à l'heure, sur les rixes qui tournent mal. Shakespeare, en 1597, entre définitivement dans la troupe de Burbage, tout simplement parce que William Knell a lui aussi été tué dans une rixe, et que du coup, il y a une place d'acteur à temps plein qui se libère. Et Shakespeare, grâce à cette
enfin, grâce, c'est peut-être pas le bon terme, mais par le biais de ce décès, peut être acteur donc à temps plein. Signalons que Burbage a été important pour Shakespeare, mais qu'il faut aussi mentionner son fils, Richard Burbage, qui sera un acteur de la troupe et pour qui, enfin, on ne peut pas dire que Shakespeare écrivait pour lui, mais c'est Richard Burbage qui incarnera tous les très grands rôles de Shakespeare, Othello, Hamlet et compagnie, tous les grands rôles masculins seront faits par le fils de Burbage. Et sur la gauche, je vous ai montré 3 autres comédiens de la troupe en question. Alors cette troupe de Shakespeare, elle s'appelait d'abord la troupe du chambellan, la troupe de Lord Chambellan. Et je vous montre le portrait de ce chambellan à droite, puisque en fait le théâtre en Angleterre a été souvent interdit. On a détruit les théâtres jusqu'au milieu du XVIIe siècle, parce qu'on y voyait un lieu de débauche morale. Et il fallait une protection pour pouvoir pérenniser une troupe. Et c'est donc que Thomas Howard, le grand chambellan de la reine Elisabeth. Alors le chambellan, c'est quelqu'un qui a un rôle important à la cour, qui organise les fêtes notamment. Donc qui a un impact assez considérable sur la vie culturelle de l'Angleterre de son temps. Et donc la troupe de Burbage va être officiellement chapeautée et encouragée et protégée surtout par Lord Chambellan. Alors ça, c'est un autre point biographique que je voudrais essayer de creuser entre les deux personnages, Shakespeare et Caravage. C'est le fait que ce sont deux... Alors il ne faut pas se tromper là-dessus. Sur Shakespeare, il n'y a pas eu de doute sur sa grande popularité de son vivant. Mais il y a eu une sorte de longue et fausse idée qui s'est perpétuée jusque dans les années 70 sur le Caravage, comme quoi ça aurait été un artiste un peu maudit. Bon, il faut avouer qu'il ne s'est pas très bien comporté humainement, ce qui lui a amené beaucoup de difficultés, notamment les problèmes d'argent. Mais le Caravage a été très célèbre de son vivant. C'est quelqu'un qui a été très reconnu, qui a eu un impact considérable. Donc c'est pour ça que je pense si vous voulez, que le parallèle entre Shakespeare et Caravage, pour une grande histoire culturelle de l'Europe, il est pertinent, pas seulement au niveau chronologique, il est aussi parce que quand on voyait les œuvres du Caravage, ou quand on voyait les pièces de Shakespeare, tous les gens avaient l'impression de voir quelque chose de génial. Ça, c'est évident. Et du coup, ces gens-là ont eu des gros protecteurs, des grands protecteurs. Alors, le protecteur de Shakespeare, donc c'est Lord Chambellan, et le protecteur de Caravage, c'est le cardinal Del Monte, qui est un des grands personnages de Rome, qui a un poste important à la cour de la papauté, et qui va être ce qu'on appelle aujourd'hui un mécène du Caravage pendant assez longtemps. Il va lui commander beaucoup de tableaux, il va l'héberger chez lui, il protégera sa fuite après l'assassinat qu'a commis Caravage, puisque en 1606, Caravage commet un crime, et qu'à la suite, là encore, d'une bagarre liée à une femme, une courtisane dont Caravage n'appréciait pas, enfin, il avait du mal à apprécier, entre guillemets, que soit donné à quelqu'un d'autre. Et Del Monte va protéger la fuite du Caravage. Donc on a vraiment deux hommes qui ont eu des protections dans les plus hauts lieux des endroits et des pays enfin plutôt des endroits où ils où ils ont vécu et ils ont développé leur art. L'autre protecteur de Shakespeare sera d'une dimension encore plus grande, c'est bien sûr le roi Jacques Ier d'Angleterre que je vous montre ici en haut à droite. Donc la troupe est d'abord celle du Lord Chambellan, et puis en 1603, elle devient officiellement la troupe des comédiens du roi. Et ça, évidemment, ça a un impact considérable. Jacques Ier décide de protéger lui-même Shakespeare et sa troupe, ce qui amènera évidemment une sécurité matérielle, économique très importante, et qui explique aussi qu'à partir de 1603, il y a une sorte d'apogée de la création shakespearienne. 1603, c'est Hamlet, entre autres. Et quelques années après, dans cette grande période de production, en 1605, il y a la première du Marchand de Venise. Comme c'est une pièce d'actualité, je signale quand même que Jacques Ier, ce qui sera assez rare, avait ordonné lui-même la reprise de la pièce 2 jours après sa création, tellement la pièce lui avait plu. Et je vous montre ici, en haut à gauche, la publication de cette pièce. Alors ça fait partie des soucis avec Shakespeare. C'est un peu comme le problème d'attribution avec Caravage. Là aussi, il y aurait plein de choses, encore une fois, à creuser sur ce parallèle que j'essaie de tisser entre les deux hommes. Le problème d'attribution des tableaux de Caravage et le problème de traces écrites des pièces de Shakespeare.
On sait qu'il a écrit, il n'a pas rédigé les pièces de son vivant, il y en a très peu qui ont été publiées, sauf certaines sous le manteau. Alors du coup, on a été jusqu'à dire qu'il n'avait peut-être pas écrit ses pièces et ainsi de suite. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Je donnerai quand même un argument et une preuve, c'est qu'il y a eu parfois des publications. Vous voyez, là vous avez la date de la publication sous le manteau de première version en 1600. Et en fait, si a priori Shakespeare ne publiait pas ses pièces, c'est tout simplement pour qu'elles ne soient pas jouées par d'autres. Ce qui se fait encore chez certains auteurs contemporains. C'est que si vous ne voulez pas que tout le monde puisse jouer votre pièce, si vous voulez garder l'exclusivité de votre pièce pour votre compagnie, eh bien, il vaut mieux pas les publier. Et ça, c'est quand même un argument fondamental. Alors après, évidemment, le problème, c'est la recherche des manuscrits, et ainsi de suite. Ça, c'est une question sur laquelle je n'ai pas vraiment l'occasion de m'étendre aujourd'hui. Puis un dernier point commun, biographique, entre Shakespeare et Caravage, et qui, toujours dans cette idée de reconnaissance de leur vivant, eh bien, ce sont deux hommes qui ont eu droit à des hautes distinctions. Ils ont été protégés par les grands, mais les grands aussi leur ont montré officiellement leur admiration. À droite, vous avez l'acte d'anoblissement de la famille de Shakespeare. En 1596, Shakespeare obtient pour son père et donc pour sa famille l'anoblissement. Vous avez ici son blason. Je ne peux pas m'étendre sur le blason, mais vous trouverez facilement des informations dessus. Vous avez sa devise, non sans droit, la signature de Shakespeare et la date, 1596, c'est l'anoblissement de Shakespeare. Enfin, de la famille plutôt de Shakespeare. À gauche, vous avez le portrait d'un autre protecteur du Caravage, Alov de Vignacourt. Il était le grand maître de l'ordre des Chevaliers de Malte, où Caravage a dû se réfugier après l'assassinat qu'il a commis à Rome. Et cet homme, Alov de Vignacourt, a commandé à Caravage deux portraits. Il y en a un au Louvre, et je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais c'est un tableau célèbre du Louvre. Et il y a une deuxième version. Alors parfois, on hésite, on n'est pas sûr que ça soit le personnage en question. C'est peut-être le numéro 2 de l'ordre de Malte. Moi, j'y crois pas trop. Je crois que c'est aussi un portrait du grand maître, Adolphe de Vignacourt. Et Vignacourt va protéger le Caravage, va plutôt encourager le Caravage et va lui exprimer sa reconnaissance pour les peintures qu'il fera à Malte en lui offrant le titre de chevalier de l'ordre de Malte. Donc le 14 juillet 1608, le Caravage est fait chevalier de l'ordre de Malte, ce qui est une distinction unique pour un peintre. Mais la distinction va tourner court, enfin le privilège va tourner court, puisque la rumeur va rattraper Caravage, et quand Vignacourt va savoir que le Caravage avait assassiné quelqu'un, eh bien Caravage va être menacé et il sera obligé de fuir Malte. Bon, c'est toute une histoire rocambolesque, que la biographie du Caravage, mais vous voyez qu'il a quand même eu lui aussi de grandes distinctions.